Merci, Monsieur de Courson. La parole est maintenant à Monsieur Stéphane Saint-André, du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame et Messieurs les Présidents des commissions saisis sur ce projet de loi, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Depuis plus de 15 ans, la France ne fait pas partie des pays au top niveau dans les classements des ONG reconnus pour leur expertise dans la lutte contre la corruption. Certes, tous les classements ont leur pertinence, ils ont aussi des biais, mais c'est une réponse un peu facile. Nous ne pouvons pas nous dédouaner de nos responsabilités et de nos lacunes à si peu de frais. Aux alentours de la 25e place dans le classement de Transparency, nous sommes au même niveau que le Chili, les Émirats arabes unis ou encore l'Estonie, avec tout le respect que nous avons pour ces pays charmants par ailleurs. Nous progressons lentement depuis 3 ans et seule une mauvaise foi caractérisée envers le gouvernement pourrait justifier que les récentes lois sur la transparence et contre la corruption n'ont pas aidé. Je pense notamment à la loi du 11 octobre 2013 sur la transparence de la vie publique et la loi du 6 décembre 2013 sur la lutte contre la fraude fiscale et contre la grande délinquance économique et financière. Je pense à la création du parquet national financier, à la création de la haute autorité pour la transparence de la vie publique et à d'autres bonnes mesures qui se révèlent manifestement utiles. Elles ont participé au renforcement de l'encadrement juridique et des outils disponibles et elles sont loin aujourd'hui d'avoir produit tous leurs effets. Les dispositions du présent projet de loi qui nous rassemblent aujourd'hui permettront assurément de perfectionner nos dispositifs de lutte contre la corruption et les atteintes à la probité en révisant profondément notre législation en matière de prévention et de répression. Au nom des députés du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, je tiens à confirmer la position adoptée en première lecture. Nous soutenons ce projet de loi. Cela dit, tous les députés du groupe ne sont pas unanimes pour soutenir l'ensemble des mesures et nous avons aussi des réserves et des inconforts sur plusieurs sujets. Si le projet de loi s'est amélioré au cours des différents examens en commission et en séance dans les deux chambres, il reste des insuffisances, des oublis et nous avons encore des points de désaccord. Les lanceurs d'alerte peuvent être nécessaires. Ils ont joué un rôle utile dans plusieurs scandales récents et il faut soutenir ceux qui sont de bonne foi et préviennent des phénomènes de corruption. Mais plusieurs députés de notre groupe pensent qu'il faut aussi veiller aux dérives possibles, aux effets pervers, aux abus et aux comportements malveillants qu'une définition imprécise pourrait provoquer. Le qualificatif de manière désintéressée, objet de débat au Sénat et en nouvelle lecture en commission à l'Assemblée, est un vrai sujet. Dans son avis, le Conseil d'État n'était pas tendre avec le gouvernement et dénonçait notamment un grand classique, le caractère déficient de l'étude d'impact. Pour ne prendre qu'un seul exemple simple, la réduction de la validité des chèques de 1 an à 6 mois, il est impossible, en l'occurrence, de ne pas donner raison au Conseil d'État. Il n'y a pas un mot dans l'étude d'impact sur les éventuels effets indésirables, alors qu'on touche à une durée bien ancrée dans les habitudes de nos concitoyens. Nous avons proposé, sans succès, de supprimer l'article 25 sur cette réduction en première lecture. Le Sénat a entendu nos arguments en supprimant cet article, mais il a été rétabli en commission. Nous tenterons donc de vous convaincre que les inconvénients de cette réduction de validité l'emportent sur les avantages. Concernant le reporting public, pour parler en bon français, beaucoup ici se souviennent d'une nuit de décembre 2015 qui a rencontré un petit succès sur Internet et les réseaux sociaux. Sur les bancs de la majorité et aussi parfois de l'opposition, nous sommes favorables au reporting complet et public pour les multinationales. Au fur et à mesure des lectures, le texte s'est enrichi avec une rédaction de l'article 45 bis calquée sur la proposition de directive de la Commission. Nous préférons la version de la directive du Parlement européen, votée à 4 reprises par des députés de toutes les familles politiques, y compris par de très nombreux députés français du groupe PPE. Les scandales s'accumulent. La dernière affaire des Panama Papers est accablante. Nous avons ici l'opportunité d'envoyer un message fort à l'Europe. Nous devons être en pointe. Autre sujet médiatique,
moralement intolérable et économiquement inacceptable les rémunérations indécentes des grands patrons. Nous devons fixer des limites, un seuil de revenu maximum. Nous demandons d'appliquer l'aphorisme « un revenu maximal pour une décence minimale ». Nous touchons sur ce sujet aux valeurs de la décence ordinaire de la common decency d'Orwell. Si on suit le discours de ceux qui prétextent la loi du marché pour refuser de fixer une limite, rien n'interdit à ce qu'on aboutisse à tous les excès en France. Pour ne prendre qu'un exemple, au Royaume-Uni, un PDG d'une entreprise de grande taille, même pas une multinationale géante, se vantait récemment d'avoir réussi l'année dernière à augmenter ses rémunérations de 30 millions supplémentaires par an. En un an, il passe fièrement de 60 à 90 millions d'euros par an. Pour tenter de se donner une idée de cette somme, il faut faire un petit calcul. 90 millions par an, c'est 7,5 millions d'euros par mois, c'est-à-dire plus de 6 000 SMIC par mois, plus de 40 000 euros par heure travaillée. Ça paraît délirant, mais nous y allons tout droit en France si nous ne parvenons pas à fixer une limite à l'indécence. Inévitablement, au fur et à mesure où on monte ces niveaux de revenus stratosphériques, l'oxygène moral ne peut que se raréfier. Sur ce sujet des revenus indécents, je me permets de citer le candidat François Hollande qui disait « Il me semble qu'une société a le droit et même le devoir de fixer une limite à l'ampleur de l'éventail des rémunérations ». Nous comptons sur nos débats pour avancer sur ce thème et sur quelques autres. Je pense notamment à l'amélioration du fonctionnement de l'Agence française anticorruption à l'article 3, à l'appréciation du périmètre de consolidation des entreprises à l'article 8, ou encore à la simplification du registre prévu pour les représentants d'intérêts à l'article 13. Nous espérons pouvoir vous convaincre de la pertinence de nos amendements. Mais si nous avons des divergences, nous avons surtout de grandes convergences et nous saluons l'enrichissement du texte et en particulier sur tous les sujets sur lesquels nos amendements ont été adoptés ou satisfaits, évidemment. Pour la protection des consommateurs, nous nous félicitons de l'adoption à l'unanimité en commission des finances de l'article 29 bis B relatif à la substitution de l'assurance emprunteur pour les crédits immobiliers. C'était un des amendements que nous avons souvent porté, car nous pensons qu'il est inacceptable que plusieurs milliards d'euros de marge indue soient pris aux consommateurs et captés par les banques. Nous espérons que ce vote sera confirmé en séance, malgré les pressions nombreuses qui s'exercent. Sur l'agriculture, on tâtonne depuis des années sur la question du prix à payer à nos paysans pour nos productions agricoles, contractualisation, observatoire des prix et des marges, structuration des interprofessions, correction de dérives issues de la MLE et la LMA. Les bonnes mesures, des outils utiles, mais qui n'ont pas réussi à inverser la grande tendance de fond, la captation de la valeur ajoutée par la grande distribution et l'industrie agroalimentaire au détriment de nos paysans qui souffrent de cette injustice. Le pouvoir de négociation des acteurs est trop déséquilibré en défaveur de nos paysans. Nous devons tenter de rétablir l'équité dans les relations commerciales. Au cours des examens, nous avons bien progressé, il était temps. Il faudra confirmer le consensus obtenu en commission et au Sénat pour rétablir de la justice et répondre au désespoir de nos paysans. S'agissant enfin de l'artisanat, nous constatons les blocages et nous demandons plus de fluidité et de simplicité. Mais nous voulons aussi défendre la nécessité de la qualification. Nous nous félicitons de l'adoption conforme de l'article 43. Enfin, nous sommes aussi très satisfaits par l'adoption en commission, à l'unanimité, du rétablissement dans le texte du report du point de départ de délai de prescription pour les infractions occultes ou dissimulées. C'est un sujet important, recommandé dans son rapport par notre collègue Alain Tourret, à la suite d'un long et remarquable travail avec Georges Fenech. Le Sénat avait supprimé cet article 12 bis A pour des raisons formelles ou obscures. Cet article reprend certaines des dispositions de l'article 1er de la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale, adoptée par l'Assemblée nationale le 10 mars 2016 lors de la journée d'initiative parlementaire du groupe de RDP. Le report du point de départ du délai de la prescription pour les infractions occultes ou dissimulées
permet d'inscrire dans la loi les solutions jurisprudentielles dégagées par l'ALEGEM depuis 1935 par la Cour de cassation pour les infractions dites astucieuses. Fixer invariablement le point de départ du délai de prescription de l'action publique au jour de la commission de l'infraction encourage la délinquance opaque et habile et entrave la répression des infractions les plus astucieuses. Ce sera incontestablement un apport significatif pour ce projet de loi. D'une manière plus générale, je suis convaincu que nos concitoyens attendent que nous soyons à la hauteur des enjeux de la transparence et de la lutte contre la corruption. Avec ce texte, nous pourrons répondre à ces questions légitimes et dans ces conditions, les députés du groupe 2RDP le soutiennent. Merci, Monsieur